Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Luc J. Hébert, je suis votre hôte pour notre balado le plus douloureux de notre 5e saison d'épisodes en français. Ce balado le plus douloureux vous est présenté par le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens que j'appellerai le Centre d'excellence dans le cadre de ce balado avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sujet fort important qui est très peu documenté. Peut-être parce qu'en fait, c'est un peu tabou d'en parler, mais on va parler de la prévalence de la douleur pelvienne chronique qui résulte d'un traumatisme sexuel chez les vétérans des Forces armées canadiennes. Et pour en parler, je suis vraiment content d'accueillir une de nos lauréates du programme de subvention d'études graduées du Centre d'excellence, la bourse d'initiative de renforcement des capacités qu'on appelle en anglais Capacity Building Initiative. Alors, on a une invitée de marque, oui, une étudiante solide avec une excellente formation académique et en plus une expérience militaire qui va évidemment nous aider à lui faire contribuer à mieux comprendre les douleurs chroniques pelviennes que vivent nos vétérans. Un sujet qui est très peu connu encore une fois, mais qui est beaucoup plus prévalent en fait qu'on le pense. Christina, je suis vraiment content de t'accueillir chez nous. Merci d'être là. Merci. Alors, écoute, j'aimerais ça pour les besoins de notre invitation de t'accueillir aujourd'hui, que tu nous présentes un petit peu, tu nous dises d'où tu viens, quelle est ta formation, ton expérience professionnelle, militaire et d'où tu viens finalement. Bien sûr. J'ai grandi près de Toronto, en Ontario, et cela dit, mon français aujourd'hui sera assez anglicisé. Alors, veuillez Il est mon parfait ton excuser. français. Il est parfait ton français. Merci. Alors, j'ai toujours admiré l'armée et j'ai grandi en plein air. J'avais toujours un intérêt dans les soins au combat et de la médecine pré-hospitalière. Et j'ai trouvé que les forces armées canadiennes, c'était vraiment cool. Et je voulais en faire partie. Alors, un jour, j'ai donc fait la décision de m'engager et je suis officiellement devenue membre en 2020. Je me suis engagée comme adjointe médicale. Ouais. Avec le changement qui s'opère maintenant, je deviens ça s'appelle une personne médicale au combat. Alors oui, c'est ma position a un nouveau nom et j'ai un champ d'activité plus vaste. Mais comme adjointe médicale, j'ai terminé toutes mes formations en 2022 et je suis devenue quelqu'un en qui les gens avaient confiance pour prendre soin d'eux. Et donc, j'ai eu l'occasion d'être intégrée avec les unités de différents types d'infanterie principalement, et j'ai participé à leur entraînement tout en étant leur médic interne. Alors, c'était Wow. je terminais mes universitaires à l'Université McMaster à ce temps. Alors, c'était très amusant de dire, quand quelqu'un me demandait « Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? » « Oh, je fais le combat rapproché. Ouais, c'est cool. C'est C'est cool. cool, oui. Oui. Et j'ai eu cette même chance d'intégrer lorsque j'ai déménagé à Ottawa en 2023. C'était un bon temps et grâce à mon travail, grâce à ma passion à ça, j'ai reçu en 2024, ça s'appelle le prix du adjudant-chef pour la compétence. Wow. Et c'est décerné par mon... Oh oui, c'était Bravo, Christina. Merci. C'est vraiment un beau prix. Oh oui, et c'est décerné par mon unité et donné au médic, au adjoint médical, qui fait preuve du plus grand savoir-faire et a des meilleures aptitudes dans sa domaine. Alors, c'était moi cette année. Wow. Peu de temps après ça, j'ai déployé pendant 7 mois et demi dans le cadre de l'opération Unifier et j'ai reçu ma médaille du service opérationnel pour mon travail là. Dis-moi donc, Christina, dans l'opération Unifier, est-ce que c'était en Ukraine? C'était plus loin. Il y avait beaucoup de places que j'ai allées. Mais exactement où j'étais, c'était avec un niveau de sécurité trop haut pour ce balado. D'accord. Okay. Désolée, Luc. Mais c'était pas au Canada. C'était pas au Canada, oui, c'est ça. OK. Donc, Mais parle-nous un peu de ta vie civile aussi. Tu as obtenu ton bac en 2023, je pense. Oui, c'est ça. En 2023, j'ai reçu mon baccalauréat en sciences de santé de l'Université Ottawa, avec 2 mineurs, un dans la psychologie et puis la deuxième dans la santé mondiale. Et
J'adorais ça. Ces 4 années, ils ont été très bonnes. Et à cause de mes expériences, j'ai commencé ma maîtrise cette même année, maîtrise de sciences à l'Université d'Ottawa. Et c'était à ce moment que j'ai vraiment plongé dans la recherche sur la santé des anciens combattants et dans les membres actuels. Dans les membres actifs, oui. Oui, c'est ça. Alors, en dehors de l'université et ma travail maintenant avec l'armée et comme étudiant, je suis instructeur de premiers soins avec le Croix-Rouge canadien. Ouais. J'adore être un enseignant et faire l'instruction. Récemment, j'ai été proposée un apprentissage comme entraîneuse de chiens. Entraîneuse de chiens, c'est quoi le rapport avec la Croix-Rouge? Et rien. C'est quelque chose complètement différent, mais c'est un de mes passe-temps favoris. Et j'ai moi un chien, c'est un berger allemand. OK. Alors, chien. Elle est grand. Chien intelligent. Oui. Bon, il va falloir faire un autre podcast sur l'utilisation des chiens, ça c'est clair. Oh, ça va être cool, oui. Écoute, Christina, c'est un parcours absolument unique, vraiment impressionnant, mais j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton projet de recherche. Je sais que tu travailles dans ton projet sur la douleur pelvienne qui serait le résultat de traumatisme sexuel chez les vétérans des Forces armées canadiennes. Tu nous expliquer un petit peu c'est quoi ce projet-là, puis pourquoi ce projet-là, en fait? Et c'est une bonne question. Et le projet que je fais maintenant, je fais plus qu'un, mais il y a plus de causes du douleur pelvienne. Le traumatisme sexuel, c'est juste une partie de ça. Et je regarde à ça, mais aussi je regarde à toutes les autres choses aussi. Et on va parler beaucoup, je pense, à propos de ça. Oui. Mais mes projets maintenant, ils font part de ma thèse pour ma maîtrise. Et dans son ensemble, tous ces projets, c'est titulé La santé du plancher pelvien chez les membres actifs et les anciens combattants des Forces armées canadiennes. Alors, dans ma maîtrise spécifiquement, il y a 2 projets. Le premier a été créé dans le but d'examiner l'incidence de l'incontinence urinaire pendant nos tests d'aptitude physique, c'est le force test, parce que cette affection touche au moins de 57% des femmes. Wow, c'est énorme, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup et ces données ont été publiées il y a 2 ans et c'est très nouveau et on sait très petit à propos de ce sujet. Alors, c'est le premier et le deuxième. Ça, c'est le projet d'intérêt aujourd'hui. C'est le projet qui a été très généreusement financé par le Centre d'excellence et ça examine les expériences de douleurs pelviennes chroniques chez les anciens combattants canadiens. Et en tout, on sait pratiquement rien. À propos de ce sujet, dans le contexte canadien. Est-ce qu'il y a des études dans d'autres contextes que le contexte canadien, par exemple, nos collègues américains? Oui, et c'est très intéressant car nos collègues américains de l'Australie aussi, ils ont beaucoup de données pour supporter que c'est un problème. Ça affecte beaucoup plus de personnes qu'on peut même penser. Mais le problème avec ça, c'est qu'on ne peut pas extrapoler ces données au Canada. Et on doit faire la recherche dans le contexte canadien. Tout à fait. Et le fait qu'il y a très peu de données canadiennes, ça m'a troublée. Et c'est comme je parlais avec beaucoup d'anciens combattants, juste dans le contexte comme amis, où je les ai écoutés lors d'une audition parlementaire sur les expériences des femmes vétérans. Et ça, en 2024, je pense que ça a eu place. Oui. Et en écoutant tout ça, comme partie du communauté de recherche censée les soutenir, on a très peu de données qui montrent comment on peut leur soutenir, comment nous pouvons améliorer leur qualité de vie. Et je pense très importantement, comment on peut minimiser les risques de la développement pour les membres actifs et pour les jeunes personnes dans le militaire maintenant. Donc, il faut vraiment documenter, mais mieux comprendre aussi pourquoi ça arrive et quel est le lien entre ce qu'ils ont vécu, qui est très difficile, et le résultat de ces douleurs pelviennes-là qui sont très méconnues. Moi, j'aimerais ça savoir, as-tu des hypothèses particulières? Est-ce que
est-ce que tu t'attends à des résultats en particulier ou au contraire, tu dis c'est une page blanche, puis on verra ce qu'on va trouver? C'est un peu de tout. Car avec le style de recherche que je fais, les hypothèses formelles ne sont pas faites. Mais en même temps, comme moi, comme membre actif moi-même, comme une femme jeune dans le service, et juste avec les discussions que j'ai une idée. Et je pense qu'ils vont avoir des discussions sur l'équipement. Et en principal, c'est le taille. Et comment cet équipement ont les bénéfices pour les femmes ou comment ils peuvent être améliorés. Donc, tu penses qu'il y a un lien avec l'utilisation de cet équipement-là? Est-ce que tu as observé? Moi-même, comme dans mes expériences? Oui. Oui. Pour moi, c'est un peu plus difficile juste à cause de mon taille. Luc, tu m'as vu, tu sais que je suis 150 centimètres moi. Je suis très petite, OK? Et beaucoup d'équipements, il n'est pas fait pour une personne qui a seulement 150 centimètres, comme je suis très petite, mais en plus pour, on va dire, comme la forme féminine, avec les tailles, avec tout notre biologie est différente. Tout à fait. Et l'équipement n'est pas fait pour cette forme, pour cette taille, pour cette biologie. On n'est pas adapté, en fait, à différentes grandeurs et à différentes formes, et en particulier, tu donnes ton exemple, puis c'est tout à fait vrai, là. Je comprends. Absolument. Et d'autres nations ont commencé à faire et on voit des changes à cause de ça. Alors, on a l'exemple, on a les données des autres nations et maintenant, c'est notre tour de faire ça. Et l'équipement, c'est juste un exemple. Oui, la grossesse, l'accouchement et le retour au travail après ça. Si nous parlons seulement dans un contexte des femmes, c'est comme si les membres actifs, les femmes ou les anciens combattants pendant leur service voulaient avoir des enfants, le retour du travail, ils ont été expectés après le retour du travail dans un moment du temps de faire le force test. Oui, c'était le test d'aptitude physique. Oui. Et le processus de avoir accouché un bébé au retour du travail, c'est différent pour chaque femme. Et le support qui est reçu pour aller de moment A à moment B, il est différent aussi. Alors, beaucoup de femmes ont eu des différentes expériences, support et en plus. Est-ce que tu penses qu'il faudrait, en fait, après une grossesse, quand ils retournent en service actif, est-ce qu'ils font, par exemple, le test force trop tôt? Est-ce qu'il faudrait attendre plus longtemps? Ou à l'inverse, il faudrait mieux les préparer? Oui, c'est difficile à dire. On n'a aucune donnée publiée pour la public pour savoir ça. En disant ça, comme la difficulté du retour au travail a été identifiée et il y a des programmes du PSP, c'est un support pour les personnes militaires dans le contexte d'activité physique. Ils ont des programmes pour le retour au travail maintenant, qui est une grande étape dans la bonne direction. OK. En disant ça, il y a de travail à faire encore. Il y a des données à cultiver encore et beaucoup de travail à faire. Donc, si je comprends bien, ce que tu vas faire là, c'est juste le début là, avec ta maîtrise. Après, il va falloir aller plus loin, là. Absolument. Il y a quelque chose il faut que je te pose cette question-là. Ton projet, en fait, touche une corde très sensible. Ça peut réveiller des souvenirs douloureux, peut-être même un syndrome post-traumatique chez certaines femmes qui vont accepter de participer à ton projet de recherche parce que tu vas recruter, comme tu l'as dit, des femmes vétéranes, peut-être des militaires. Est-ce que tu as prévu des stratégies particulières pour éviter ou minimiser des événements qui pourraient survenir après avoir réveillé des souvenirs douloureux chez ces femmes-là, là? Parce que j'imagine qu'il faut y penser aussi. Absolument. C'est une question extrêmement importante. Et honnêtement, Luc, comme je vous remercie pour l'avoir posée. Et la réponse est absolument. Nous travaillons
toujours quand il y a les sujets sensitifs comme ça, avec une approche basée sur les traumatismes. C'est également appelé l'approche tenant compte des traumatismes. OK. Et j'applique ça à ce projet et à tout projet auquel je participe. Et ça signifie quelque chose. Le premier, ça signifie qu'au processus de recherche, je travaille avec les experts dans ce domaine afin m'assurer que je fais tout ce que je peux faire, tout ce que c'est possible pour moi à faire, pour garantir un environnement qui est favorable et sûr dans lequel pour que les participants sentent qu'ils peuvent partager ces expériences avec moi. Et ça, c'est étape 1. Et dans le contexte des autres parties du projet, comme avant qu'un ancien combattant ou un membre actif accepte de participer, nos projets ont des descriptifs très précis pour leur dire quels sont les sujets qu'on va parler, quels sont les risques à vous maintenant et dans le futur, afin que les participants sachent à quoi s'attend s'ils acceptent. Oui? Exactement. Donc, en fait, c'est dans le consentement qu'ils vont signer pour le Absolument. projet. On va bien les informer. Puis, évidemment, ton projet a été soumis au comité d'éthique aussi. Et absolument, avec les éthiques, et ce n'est même pas fini. Comme pendant mon projet spécifiquement, je vais faire les interviews et pendant ces interviews, on va faire très clair que s'il y a des questions que vous n'êtes pas confortable à répondre, réponds pas. Okay. Si on doit prendre une pause, prenez une pause, ça va. Si à ce moment, le participant ou la participante veut retirer du projet en complet, par le processus, c'est juste trop difficile, ça va aussi. Je comprends. Et la chose le plus importante, je pense, que j'ai appris comme étudiant dans ma maîtrise, je veux obtenir la participation d'un ancien combattant pendant le processus recherche pour m'aider en plus à trouver des ressources. Les ressources vont être offertes aux participants, mais pour créer des ressources qu'on sait fonctionnent. Oui, puis dans ton projet, tu as des patients partenaires? Oui, aussi. Nous travaillons avec des experts avec l'Université Carleton aussi. Alors, c'est un groupe très divers et en ajoutant un ancien combattant à ça aussi, on veut faire le processus le plus sûr, le plus confortable, jusqu'à ce qu'on sait que c'est un sujet difficile. Tout à fait. Puis tu prévois recruter combien de personnes dans ton projet, Christina? Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux recruter en termes de nombre de personnes? Oui, plus ou moins 25 au moment. Ça va dépendre honnêtement. Les résultats, c'est un mot que je n'aime pas utiliser, mais les expériences et les histoires qu'on reçoit. Parce que si nous recevons plus et plus de données à 25 personnes, il y a des nouvelles idées qui apparaissent. C'est difficile pour moi de dire, oh, c'est tout. Je comprends. Mais on va voir comme combien de personnes sont intéressées à faire ça confortable, à donner les expériences à la recherche. Mais 25, plus ou moins. OK, c'est un bon chiffre. Écoute, le temps file, mais il y a une autre question que je me dis peut-être qui serait bénéfique pour nos auditeurs ou nos auditrices principalement. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux femmes, auditeurs, vétéranes qui nous écoutent et qui des choses qu'ils pourraient déjà faire, des choses à la maison sur leur propre temps pour soulager ces douleurs chroniques ou leur conseiller de consulter quelqu'un ou un organisme? Qu'est-ce que tu pourrais nous suggérer comme conseil? C'est une très bonne question et c'est une question qui est difficile à répondre. Juste avant que je dise aucune chose, je veux vous dire que je ne suis pas un professionnel de la santé, je suis une étudiante dans ma maîtrise. Mais en disant ça, le terme douleur pelvienne chronique désigne de nombreuses affections, notamment l'endométriose, les kystes ovariens, le syndrome du côlon irritable, tension dans les muscles du plancher pelvien et beaucoup d'autres. Alors, les traitements, les stratégies pour soulager ce douleur
peut varier en fonction de l'affection. Tout à fait. Mais en tout, les études ont démontré que la physiothérapie, les changements alimentaires, la psychothérapie, l'exercice physique, très importantement, et les techniques de gestion du stress, tels Oui, comme les exercices de respiration, peuvent aider à gérer ces douleurs. En disant ça, chaque personne est différente. Alors, en tout, ma réponse serait d'avoir un esprit ouvert à beaucoup de stratégies. je comprends. La chance, c'est qu'il y a plus d'un traitement ou stratégie qui fonctionne. Oui. Puis en fait, ce que je comprends dans ce que tu me dis, la première chose, c'est qu'il faut reconnaître que c'est pas normal. Oui. Et quand il y a une douleur, peu importe la cause, une douleur de nature autour du plancher pelvien qui se manifeste d'une certaine façon, ben, il faut consulter, il faut parler à un expert, il faut aller voir un professionnel de la santé, un médecin idéalement si on a accès à un médecin de famille, parce que c'est pas normal de sentir ça et il faut prévenir puis il faut traiter rapidement. Oui, absolument. Et c'est une pensée normale dans l'armée, comme soldat actif maintenant ou comme ancien vétéran, que la douleur, c'est partie de la vie. Oui. Mais enfin, ce n'est pas vrai. Oui, la douleur ne doit pas être une partie de la vie quotidienne. Définitivement. Et oui, aller consulter avec quelqu'un, avoir un esprit ouvert à nombreuses stratégies et traitements, c'est clé à pouvoir devenir mieux. Et si je comprends, ben, le message d'espoir, c'est qu'il y a beaucoup de traitements qui existent, des traitements nouveaux, des traitements un peu plus conservateurs, et que selon chaque personne, ben, il y aura peut-être un traitement plus approprié qu'un autre, là. Absolument. Chaque personne est différente et le jeu, c'est trouver qu'est-ce qui fonctionne plus pour toi. Exactement. Ah, ben, c'est super positif. Je suis content qu'on ait eu la chance de se parler. Puis je t'encourage à évidemment à continuer tes travaux parce qu'on a bien hâte de voir la suite. On a hâte de voir les résultats. Merci, Luc. J'espère que ça va être plus vite que je pense. Oui, ben, je pense que la suite va être intéressante. Alors, en terminant, un immense merci à toi, Christina, pour toutes ces informations pertinentes et pour mettre de l'avant un projet de recherche qui est aussi important pour nos femmes vétéranes des Forces armées canadiennes. Ça a été un immense plaisir d'être avec toi. Trop court, mais on va se reprendre. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, auditrices, que pour nous donner votre avis sur l'émission ou avoir plus d'informations sur la douleur chronique, vous pouvez consulter notre site Internet à vétérandouleur-chronique.ca ou suivez-nous sur Facebook ainsi que sur Twitter au pseudo @chronicpain.coe et sur Instagram au pseudo @chronicpain_COE. Le podcast le plus douloureux, c'est produit par le Centre d'excellence sur la douleur chronique par Story Studio Network et Eye Contact Productions. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, merci beaucoup. Merci encore, Christina. Merci, Luc. Et au plaisir de vous retrouver bientôt. Prenez bien soin de vous.